le proviseur, l'équipe pédagogique, de nous avoir permis d'être ici, de travailler avec vous aujourd'hui. Remercier aussi les membres du jury et puis remercier aussi Isabelle Welter qui a accepté d'être la présidente du jury et qui est la présidente de la section rennaise de la Ligue des droits de l'homme. Alors vous avez ici à l'écran l'ensemble des élèves qui ont travaillé sur ce concours de plaidoirie et qui vont donc plancher, qui vont présenter leur travail ici. Il va falloir qu'ils prennent la parole devant vous tous. Ces prises de parole vont être filmées par Alain Jonot, qui est le secrétaire de la section de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez aussi, en rappel, les thèmes que vous avez choisis. Rien ne vous a été imposé. Et il va y avoir un tirage au sort, et je vais demander à Céline de bien vouloir me rejoindre, de façon à ce que l'ordre de passage soit dû au plus grand des hasards. Et j'engage donc les membres du jury à porter sur les documents qu'ils ont devant eux le numéro de passage, d'ordre de passage des plaidoiries. Céline, nous t'écoutons. C'est parti. Alors, nous allons commencer avec la plaidoirie contre les mariages forcés avec Siam et Noéla. Ensuite, ce sera le tour d'Élouane et de Noé pour une école plus humaine où chacun trouve sa place. Prochaine plaidoirie, ça sera avec Briag. Sa plaidoirie portera sur l'atteinte inacceptable à la liberté d'être dans l'espace public. Viendra ensuite une plaidoirie contre l'esclavage moderne avec Mathéa, Ameline et Orlan. Nous continuerons avec une plaidoirie portant sur la liberté d'expression. La liberté d'expression est bafouée, réagissons, avec Milan et Noah. Nous aurons ensuite une plaidoirie en faveur des femmes afghanes privées de liberté. Ce sera avec Carla et Élise. Avant-dernière plaidoirie. Ce sera avec Elora et Sandra. Indignons-nous face aux violences conjugales. Toute dernière plaidoirie, ce sera Tom qui fera une plaidoirie en faveur notamment des vêtements éthiques. Voilà, c'est fait. Alors, pour la première plaidoirie, on va appeler Siam Aubry et Noéla Fuentes contre les mariages forcés. Chers membres du jury, j'aimerais aujourd'hui évoquer mon désir de mettre fin à l'atrocité qu'est le mariage forcé. En effet, de jeunes filles ou femmes se voient privées de leurs droits fondamentaux, leur interdisant une vie heureuse, autonome et épanouie. Le mariage forcé les prive de leur liberté, les forçant à se marier à des hommes qu'elles n'aiment pas, et les prive de leur enfance, mais aussi de leur éducation, car oui, la plupart de ces filles doivent quitter leurs études. Donnons quelques chiffres. En Inde, une fille sur deux se voit mariée avant ses 18 ans. Une fille sur deux. 50% des filles. N'est-ce pas choquant? De plus, les mariages forcés sont plus en proie aux violences conjugales et sexuelles. Prenons l'exemple de Nour. Nour est une jeune femme âgée de 18 ans. Née en France, elle passe ses vacances dans le village natal de ses parents. Nour a déjà entendu des mariages forcés, loin d'imaginer que cela lui arrivera à son tour. En effet, sa cousine venait lui annoncer que son cousin, un homme de 10 ans de plus qu'elle, demandait sa main. Nour pensa à une plaisanterie, rigola. Hélas non, le lendemain, elle allait chez le médecin pour passer des tests de virginité. Le mariage était déjà prévu sans son consentement. Son père l'a même menacée et lui a dit que si elle protestait ou parlait, il la tuerait. N'est-ce pas choquant? En France, on estime à 200 000 femmes subissent le mariage forcé, dont seulement une quinzaine de dossiers sont instruits par année. Alors qu'il existe des lois contre ce fléau. Article 12, paragraphe 2, de la Déclaration des droits de l'homme avec un grand H. Oui, il ne faut pas l'oublier. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
mais c'est aussi une atteinte à l'article 1, car il est écrit, noir sur blanc, que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit et en dignité. Mais n'est-ce pas une atteinte à leur liberté et à leur dignité? Il est de notre devoir d'aider ces jeunes filles ou femmes. L'État doit en effet protéger ces jeunes filles en danger en tant qu'êtres humains. Nous devons travailler ensemble pour instaurer des lois et des politiques qui garantissent la protection des femmes contre ces pratiques. Nous devons sensibiliser et coopérer pour changer les mentalités. Nous sommes responsables de l'avenir de ces jeunes filles, femmes. Engageons-nous ensemble, l'État, la justice, les associations, nous en tant que citoyens, à mettre fin au mariage forcé et à protéger les droits de ces femmes dans le monde entier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à Siam et Noéla. Nous allons passer à la deuxième plaidoirie qui est pour une école plus humaine où chacun trouve sa place, avec Éloine Lambert et Noé Urbienne Boyer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour plaider en faveur de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que toute personne a le droit à l'éducation. Il est indéniable que l'éducation est un droit fondamental, une pierre angulaire de la société et une clé essentielle pour un avenir meilleur. Mais combien d'entre nous peuvent affirmer que ce droit est pleinement respecté dans notre monde actuel? Permettez-moi de vous poser quelques questions. Combien d'enfants et de jeunes dans le monde sont privés de leur droit à l'éducation? Quelles sont les conséquences de cette privation? Et quelles sont les mesures prises pour garantir que chaque individu puisse exercer ce droit essentiel? Selon les statistiques alarmantes de l'UNESCO, près de 258 millions d'enfants et d'adolescents ne sont pas scolarisés dans le monde entier. Cela représente plus d'un cinquième de la population mondiale de cette tranche d'âge. Comment pouvons-nous accepter une telle réalité où des milliers de jeunes esprits talentueux sont privés d'accès à l'éducation? Un outil indispensable pour échapper à la pauvreté et construire un avenir meilleur. En outre, il est essentiel de comprendre les conséquences de cette privation. Les jeunes privés d'éducation sont souvent condamnés à un cercle vicieux de la pauvreté, de l'ignorance et de la discrimination. Je pourrais malheureusement, comme dit précédemment, vous citer 258 millions d'exemples. Ils sont moins susceptibles d'acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi décent, contribuer au développement de leur communauté et participer activement à la société. Ils sont privés de l'autonomie et de la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel. Est-ce le monde que nous souhaitons pour construire les futures générations? Je vous le demande. Pourtant, des progrès ont été accomplis. Selon les données de l'UNESCO, le taux de scolarisation primaire dans le monde est passé de 83% en 2000 à près de 91% en 2019. Cependant, ces chiffres globaux masquent souvent des disparités importantes entre les pays au sein des sociétés. Des millions d'enfants, en particulier les filles, les réfugiés, les personnes vivant dans des zones de conflit ou de pauvreté extrême, sont encore exclus du système éducatif. Il est donc crucial que nous agissions ensemble pour garantir que chaque enfant, chaque jeune ait accès à une éducation de qualité. Des investissements massifs dans l'éducation sont nécessaires pour construire des écoles, former des enseignants compétents, fournir du matériel pédagogique adéquat et promouvoir l'égalité des sexes dans le système éducatif. Les gouvernements, les organisations internationales, les sociétés civiles et le secteur privé doivent unir leurs forces pour surmonter les obstacles qui empêchent la réalisation de ce droit fondamental, qui est, je vous le rappelle, l'éducation et la connaissance. Mesdames et messieurs, l'éducation est bien plus qu'un simple droit. C'est un catalyseur de développement humain et social. En respectant et en mettant en œuvre l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous créons un monde où chaque individu peut s'épanouir, où les inégalités sont réduites et où les droits de l'homme sont pleinement respectés. Nous ne pourrons pas nous permettre de rester indifférents face à cette réalité. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de notre société. C'est investir dans la justice sociale et la prospérité de tous. Aujourd'hui, je vous appelle à agir, à soutenir des politiques éducatives, inclusives, par exemple les PAP, pouvoir leur faire en sorte d'avoir plus de temps, comme qui est fait pendant les bacs ou les brevets, et à faire en sorte que l'article 26 devienne une réalité pour chaque enfant, partout dans le monde. Je vous demande donc, à vous, d'agir peu importe votre métier, votre classe sociale ou autre. Agissez pour que les personnes qui n'aient pas accès à cette éducation dont vous avez bénéficié, d'en avoir accès. Je vous remercie. Car c'est notre projet. Voilà.
Merci Éloane et Noé. Pour la troisième plaidoirie, j'appelle Briac Annexe. Atteinte inacceptable à la liberté d'être dans l'espace public. Merci. Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, si je viens plaider devant vous aujourd'hui, c'est pour dénoncer l'insécurité en espace public que certaines personnes ressentent au quotidien. Et pour cause, des agressions. Des agressions, comme des homicides, des violences sexuelles ou encore des coups volontaires sur des personnes âgées de 15 ans ou plus. En France, en 2022, des milliers de personnes sont fait agresser par ces trois catégories, soit 948 victimes suite à des homicides, une augmentation de 8% par rapport à l'année 2021. Pour les violences sexuelles, il y a eu une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente, soit 84 500 victimes. Ainsi que pour les coups et les violences, 353 600 victimes en une année, soit 15% de plus que l'année 2021. En 2022, donc au total, sur ces catégories, il y a eu 439 084 victimes. Un chiffre énorme. Des victimes, des agressions qui ne devraient pas y avoir lieu dans des espaces publics. Tout le monde est censé être protégé par les autorités. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des victimes que je connais de loin. Mettez-vous dans la peau d'un jeune lycéen âgé de 17 ans. 8h du matin, vous allez en cours. Comme quotidien, quelque chose de classique. Vous y allez, mais cependant vous y allez la boule au ventre. Vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? C'est que vous êtes menacé. Vous êtes menacé pour cause des menaces racistes. Du racisme subi au lycée. Cela ne devrait même pas arriver. Vous passez votre journée, normalement, sans qu'il se passe rien, vous êtes soulagé. Vous décidez donc de rentrer chez vous. Et sur le chemin de la gare, la personne vous ayant menacé se trouve devant vous. Et vous plante lâchement avec un couteau. Cette histoire s'est passée ce 3 mars 2022. Je souhaite aujourd'hui que ça n'arrive plus. Pourquoi? Parce que la France est un pays libre. Tout le monde est libre de se sentir protégé. Car selon l'article 3 de la Ligue des droits de l'homme, chaque individu a le droit à la vie, la liberté et la sûreté de sa personne. Ce n'est pas en recevant des menaces de mort ou en se faisant agresser pour cause homophobie, racisme ou par plaisir qu'une personne se sentira sûre, se sentira en sécurité. Je vous demande donc aujourd'hui, qui que vous soyez, si vous connaissez des personnes victimes de violences ou juste de menaces, d'essayer d'aider ces personnes et dénoncer afin de diminuer ces taux d'agression qui augmentent chaque année. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Briac. La quatrième plaidoirie sur le thème contre l'esclavage moderne est présentée par Matteo Campintero. Mathéa, ce n'est pas grave. J'aurais dû mettre mes lunettes, j'ai fait ma coquette. Mathéa, Améline Feuillet et Orlane Bigot. Mesdames, Messieurs, chers jurys, on se tient aujourd'hui devant vous pour parler d'un sujet qui touche 46 millions de personnes. Nous allons vous parler de l'esclavage moderne. L'esclavage moderne, c'est le mariage forcé, c'est la violence, c'est l'exploitation au travail. Et cela est dénoncé dans l'article 4 de la Ligue des droits de l'homme, qui évoque « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » C'est un problème très important à l'échelle mondiale. L'esclavage touche énormément de monde et qui persiste tous les jours. Nous allons vous raconter des histoires
Pas nos histoires que nous avons vécues, mais des histoires vécues par d'autres femmes. Pour vous alerter, nous avons choisi 2 témoignages. Rania, une jeune Marocaine de 39 ans. Maria, une jeune Africaine de 39 ans. Pourtant, en France, le 27 avril 1848, l'esclavage est aboli et interdit. Mais malheureusement, il y en a toujours. D'après l'Organisation internationale du travail, ils sont environ 129 000 à être dans cette situation en France. Trouvez-vous cela normal? Dans le code pénal, la réduction en esclavage d'une personne est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Rania, jeune femme de 39 ans. Rania est une jeune qui ne méritait pas ce calvaire, un calvaire qu'elle a eu très longtemps. Rania, 8 ans, le début d'un cauchemar pour cette fille. À ce jeune âge, une femme prénommée Aïcha demande à son père si elle peut l'emmener en France, dans un quartier des Yvelines avec elle. Et là, l'enfer commence pour de bon. Aïcha l'a envoyée travailler dans une famille d'aides d'origine marocaine. Elle a donc retiré de l'école, alors que pour Rania, c'était le seul moyen d'être libre. Aïcha, qui avait de base postulé pour ce travail, mais qui a envoyé Rania le faire pour elle. Trouvez-vous cela normal? Rania n'a même pas 10 ans, garde 2 enfants de 1 et 4 ans, faisant le ménage, la cuisine et repassait. Puis cela recommence, encore et encore, et même les week-ends. Quand elle rentrait, elle devait de nouveau garder les enfants, faire les tâches ménagères. Malheureusement, cela était pour elle une source d'épuisement majeur, pour une fille de son jeune âge. Un jour qui a marqué sa vie, c'est le jour où la femme chez qui elle travaillait lui a demandé de faire les carreaux. Mais elle a eu peur de monter sur l'escabeau. Donc la femme pour laquelle elle travaillait l'a frappée et insultée. Trouvez-vous cela normal qu'une femme soit victimisée, se fasse frapper et humilier? Trouvez-vous cela normal qu'une femme peut se faire maltraiter sur son lieu de travail? Aïcha l'a emmenée au Maroc l'été de ses 11 ans. Elle a vu son père, elle n'a rien osé lui dire. Elle ne voulait pas lui faire de peine. De retour en France, elle a été scolarisée pendant 2 mois avant d'être passée dans une famille du 15e arrondissement de Paris pour faire la petite bonne. Et le mot faussement gentil cache en réalité une réalité sordide. Le calvaire se poursuit. Elle a travaillé là 2 ans, puis elle est retournée dans une autre maison à Lisieux. Pendant toutes ces années, elle n'a pas été payée. Trouvez-vous cela normal qu'une fille travaille et ne soit pas récompensée de ses efforts? À ses 14 ans, l'éducation nationale s'inquiétait du pourquoi elle n'allait pas à l'école. Vu qu'elle allait rarement à l'école, elle ne parlait pas couramment le français. Heureusement, elle a rencontré Monique, sa voisine. C'était la seule personne qui lui a offert de l'aide. Monique l'a aidée à trouver une formation et à se reconstruire. Elle a de plus accueilli au sein de sa famille, comme si c'était sa propre fille. De plus, elle a intenté un procès contre Aïcha à l'aide du comité contre l'esclavage moderne. Trouvez-vous cela normal que Aïcha n'ait pas respecté l'article 4 de la Ligue des droits de l'homme? Qu'on en arrive à telle situation? Rania est un témoignage parmi tant d'autres, qui montre les ravages de l'esclavage. N'est-ce pas révoltant? À présent, je parle de Maria, 39 ans, d'origine africaine. Maria arrive en France en septembre 2011 pour rejoindre son père et sa belle-mère. Son père l'a séparée de sa grand-mère qui l'a élevée. En 2011, 2 semaines après son arrivée, cela a recommencé. Et oui, parce que Maria a toujours vécu l'esclavage. La fois où il a recommencé, il a été plus violent que les autres fois. Son père l'a frappé avec une ceinture, puis frappé sur les bras et dans le dos. Tout cela en 2 mois. C'est énorme. Son père et sa nouvelle femme ne l'aimaient pas. Il la trouvait lente, alors que tous les jours, il la faisait ranger les chambres de ses frères et sœurs. Elle devait la vaisselle toute seule, de toute sa famille, passer le balai, faire les lits, nettoyer et ranger la salle de bain et les toilettes. Trouvez-vous cela normal que son père l'exploite pour faire les tâches ménagères? Alors qu'elle subissait toute la journée la pression physique de son père, sa belle-mère lui rajoutait une pression morale. Elle la manipulait et profitait de sa gentillesse pour l'insulter. Elle osait lui dire: t'es une incapable, folle, handicapée, va te soigner, va te faire foutre. Trouvez-vous cela normal que cette femme la maltraite et la sous-estime? Elle a crié pour essayer de se défendre, pour répondre aux insultes et mettre fin à tout cela. Maria vivait avec cette pression sans cesse et restait dans le silence par peur du pire. Puis il y avait ces jours où quand elle rentrait, elle la frappait, lui versait de l'eau froide
Trouvez-vous cela normal que cette femme qui est censée être sa belle-mère la gifle et la maltraite sans aucune raison? Alors en plus de tout cela, sa belle-mère l'interdisait de sortir avec ses amis, d'aller chez le coiffeur, et ne lui donnait que 3 € pour sortir. Ce qui lui faisait le plus de mal, c'était que son père et sa belle-mère faisaient une grande différence entre elle et ses frères et sœurs, qui eux avaient tout ce qu'ils voulaient. Puis en 2018, elle décide enfin de prendre la parole sur ce sujet auprès de sa tante. Elle lui parle du fait que le neveu de sa belle-mère l'ait violée. Après en avoir parlé avec sa tante, elle put rester de février à août chez sa tante en sécurité. Trouvez-vous cela normal qu'elle doive fuir son foyer pour être en sécurité? À son retour, en septembre, son père lui annonça qu'il devait la marier, car il ne voulait pas la garder. Trouvez-vous cela normal que son père veuille la marier de force à un homme qu'elle ne connaît pas? Elle a donc tenté plusieurs fois de lui expliquer de quoi elle était victime. Mais il ne voulait rien entendre. Quelques années après cela, sans que rien ne soit arrêté, son père officialise le mariage avec un homme inconnu d'elle, alors que toute sa famille était d'accord et le savait. Trouvez-vous cela normal que son père veuille la marier avec un homme dont elle ne connaît pas l'existence? Ainsi, ces faits choquants nous rappellent le non-respect de la dignité de l'homme existe toujours. Et cette forme non visible est grave. Par des marchés aux esclaves, mais des drames cachés exploitant la misère humaine dans nos démocraties qui se fragilisent. Alors, il faut en parler et arrêter d'effacer ce sujet des actualités. Il faut se battre pour ces causes et ne jamais arrêter d'en parler pour sauver des vies avant qu'elles ne se brisent. Nous aimerons que personne ne vive la même histoire que Maria ou encore Rania. Pour plus tard, nous rêvons d'un monde où les enfants et les adultes s'épanouissent librement. Merci pour votre écoute et votre bonne. Merci Mathéa, Ameline et Orlane. Pour la cinquième plaidoirie, je vais appeler Milan Gouzanet, Noam Corléazouz. La liberté d'expression est bafouée. Réagissez. Je m'adresse à vous, membres du jury, et à vous qui êtes ici présents. Pour commencer, j'aimerais vous citer l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. J'ai dit ici, j'ai le droit de ne pas croire et de critiquer, j'ai le droit de blasphémer. Et avoir le droit, c'est se protéger. Se protéger d'un pouvoir trop important, remettre la religion à sa place d'entité critiquable et illégitime à l'exercice du pouvoir. Il ne s'agit pas ici de vous dire qu'il faut détester la religion et les pratiques qui l'entourent, mais de bien rappeler qu'on en a le droit, comme on peut y croire et s'y dévouer, on peut ne pas y croire et le critiquer. Tout en restant dans le respect le plus total des cultes, des gens, des lieux et dans l'amour le plus profond de l'autre, les idées se critiquent, se débattent, s'interrogent. Les paroles négatives, le jugement, les injures que les personnes peuvent porter sur une religion peuvent provoquer un sentiment de colère, voire de haine. Mais cela ne justifie en aucun cas des actes de violence pour défendre leurs croyances. Le 7 janvier 2015, un attentat a été commis contre le journal Charlie Hebdo suite à la publication d'une caricature du prophète Mahomet. Ce crime a commis 12 morts. Mais ça n'est pas seulement la mort de 12 individus, mais la mort d'une liberté. Le 16 octobre 2020, un professeur d'histoire-géographie nommé Samuel Paty a été assassiné car il avait montré une caricature du prophète Mahomet durant un de ses cours. Une illustration contre la vie d'un serviteur de la République. Ce n'est pas seulement la mort du professeur Samuel Paty, mais c'est aussi la mort d'une liberté. Le 18 janvier 2020, Mila, une jeune adolescente, se fait insulter. De l'homophobie, de la misogynie et surtout des menaces de mort. Elle n'avait fait que blasphémer. Un lynchage public, du harcèlement, une vie détruite pour un doigt d'honneur, les droits de l'homme ont été bafoués, encore. Alors si ces actes de violence répétés nous poussent à renoncer à ce droit, on aura perdu. Alors la violence deviendra le moyen légitime de faire entendre et valoir ses idées. Nous ne devons pas céder à la peur
Nous ne devons pas nous laisser endoctriner par la terreur que ces fanatiques essayent d'instaurer. Alors, il faut continuer. J'encourage Charlie, j'encourage Mila et j'encourage les professeurs comme M. Paty. Faisons respecter notre droit. Restons fiers et dignes face à cette barbarie. Je vous demande à vous, membres du jury, et à toutes les personnes présentes ici, de faire entendre ce droit, d'affirmer vos idées comme cela vous l'est permis par l'article 11. Je vous demande aussi de respecter chacun dans ses croyances et de ne pas tomber dans la haine que nous devons combattre. Merci à tous. Alors la 6e plaidoirie sera présentée par Carla Grégoire et Élise Hugelman. La plaidoirie en faveur des femmes afghanes privées de liberté. Mesdames et messieurs les jurés, je suis ici aujourd'hui pour défendre ce qu'il reste de la vie de toutes les femmes afghanes et de leurs enfants, qui doivent désormais se débrouiller seuls et payer très cher la folie des hommes infâmes et sans scrupules que sont les talibans. Parmi les 2,2 millions de réfugiés et demandeurs d'asile afghans, 26% sont des femmes et 50% sont des enfants. Ces chiffres sont la preuve des atrocités que les femmes afghanes vivent au quotidien. Que vont-elles devenir, privées de leur liberté d'opinion et d'expression? Ces droits sont primordiaux pour se sentir exister. Vous me direz certainement que le temps effacera ces épisodes tragiques et douloureux de la vie de chaque femme concernée. Eh bien non. Ces femmes et leurs enfants vont devoir supporter à jamais le poids de cette dictature. Meyer, 16 ans, nous confie. Les écoles étaient auparavant fermées en raison de la pandémie de Covid-19. Et cela était aussi le cas dans de nombreux pays. Aujourd'hui, les écoles sont de nouveau ouvertes. Mais c'est nous, les filles, qui ne sommes pas autorisées à y aller. Alors que les garçons de notre âge le peuvent, ce n'est pas juste. J'adore la chimie et mon rêve était de devenir médecin. Aujourd'hui, je ne suis plus certaine d'y parvenir. Cette jeune fille était inscrite au lycée Rabia Balkhi, à Kaboul, en Afghanistan. Pour elle, le 15 août 2021 est synonyme de terreur. Terreur, car en 24 heures, le droit des femmes n'existait plus. Car les femmes afghanes ont commencé à devenir non humaines. Pas le droit au vote, pas le droit à l'éducation, pas le droit au travail, pas le droit à la santé, pas le droit à l'expression, pas le droit au mouvement, pas le droit, plus le droit. Depuis la décision prise en mars 2022, elle est très triste et en colère de ne plus être autorisée à aller à l'école, alors que ses frères, eux, le peuvent. Cette interdiction, en plus de briser des rêves, empêche les futures femmes d'acquérir des connaissances. Le monde qui les entoure les oblige à se créer une opinion qui n'est pas la leur. En effet, si elles ne peuvent pas dire ce qu'elles pensent, comment voulez-vous que la vie des femmes change en Afghanistan? Rendez-vous compte, quitter son foyer est considéré comme un crime moral passible de 16 ans d'emprisonnement. Alors que la peine prévue pour un meurtre en Afghanistan se limite seulement à 6 ans d'emprisonnement, il est donc préférable de tuer un homme plutôt que de choisir en tant que femme la vie que nous décidons de mener. Certaines femmes ont décidé de se battre pour leur liberté et pour être témoins de ce qui leur arrive. Mais je vous le demande à vous, trouvez-vous normal que des êtres humains soient traités de cette façon? Pensez-vous que les femmes afghanes doivent subir cette atteinte à leur liberté? Non, mesdames et messieurs les jurys, les talibans n'ont aucune excuse. Leurs actes sont impardonnables. Ce sont des monstres, il n'y a rien d'humain en eux. Ils s'approprient la vie des femmes qui sont malgré elles obligées de s'adapter aux hommes par manque de moyens financiers. Dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher à répondre sans considération de frontières. Non seulement les talibans veulent contrôler les femmes dans leur entièreté, mais ils choisissent en plus pour ce faire un des moyens les plus affreux, la vente de très jeunes femmes. Et tout cela pourquoi? Mesdames et messieurs les jurys, ces ventes sont orchestrées par les chefs de famille pour 2 raisons, l'argent et le pouvoir, au détriment de la vie de nombreux enfants. Prenons l'exemple de Fariach, 6 ans, et de sa sœur, Sokriya, 1 an et demi, qui souriaient alors près de leur mère, dans un abri d'argile recouvert de bâches trouées, les habits et le visage couvert de boue. Elles ne savaient pas encore qu'elles ont été vendues à la famille de leur futur mari. Celles-ci ont emboursé environ 2 870 € pour l'aînée et 2 400 € pour sa petite sœur.
L'invisibilité des femmes et des filles n'est justifiée que par les actions des hommes. Bien sûr, après ce que vous avez entendu, vous pouvez vous douter que les femmes n'ont pas accès librement à la vie politique et aux espaces publics du pays. Ne vous laissez pas influencer par les talibans qui discréditent les pensées des femmes. Ces hommes qui n'en sont pas à leur premier délit, à leur premier mensonge. N'agissent-ils pas sur l'effet de leur misanthropie? Ils préfèrent briser des milliers de femmes qui ne représentent rien à leurs yeux plutôt que d'accroître leur intelligence. Heureusement, une association a été créée pour sauver les jeunes filles comme Fariach et Sokria. L'association Too Young to Wed a été créée en faveur des droits des jeunes filles afghanes. Elle permet de mettre à l'abri les jeunes filles et leurs familles et les reloger une fois le mariage annulé par l'association. Malheureusement, d'autres petites filles n'ont pas cette chance et beaucoup sont vendues à leur insu. N'est-ce pas la preuve du plus grand sadisme? Aucune raison ne devrait pousser ces femmes à être exclues de la vie politique et en leur interdisant le droit au vote, car ce sont elles qui en subissent toutes les conséquences. Alors nous devons agir ensemble, conjointement, avec les associations, pour défendre les droits des femmes en Afghanistan. Car elles ont déjà été soumises à trop de souffrances. Pourquoi dire que les actions des talibans sont justifiées? Mais quand est-ce que ça sera de leur faute? Quand les talibans seront-ils enfin responsables de leurs actes? Quand les assumeront-ils? Sont-ils capables de les assumer? Je réponds non. Mesdames et messieurs les jurés, il est temps de donner aux femmes afghanes de l'espoir en tant qu'êtres humains libres et égaux en droit. Merci de votre attention. Merci Carla et Lise. La 7e plaidoirie s'intitule « Indignons-nous face aux violences conjugales ». Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonjour. Nous nous tenons devant vous aujourd'hui afin de défendre les droits des victimes de violences conjugales. Mais premièrement, qu'est-ce que la violence conjugale? Quand on entend les mots violence et conjugale, on pense à la violence physique. Mais ça ne se limite pas à ça. Non. L'agresseur va, pour être discret et pour ne pas laisser de preuves, s'en prendre psychologiquement à la victime. Il va la rabaisser afin qu'elle se sente coupable, il va l'humilier et la couper du monde pour qu'elle devienne dépendante de lui. Puis, en plus des coups qu'elle va endurer, elle peut également subir des agressions et des viols de son propre époux ou de sa propre épouse. Pour les rendre 100% faibles et dépendantes, les agresseurs peuvent aussi vider les comptes de la victime pour la mettre en dépendance économique afin qu'il ou qu'elle soit obligé de rester à leur côté. Maintenant, je me permets de vous demander de vous imaginer milieu de l'été. Vous allez dans un petit café pour vous abriter de cette température. Vous sirotez tranquillement votre boisson quand vous voyez un couple arriver. D'un premier œil, vous les trouvez mignons. Cette jeune femme et cet homme, main dans la main, mais en regardant, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi est-ce que cette jolie femme porte un gros pull en plein été? Pourquoi, sous 35 degrés, elle porte un col roulé? Puis vous regardez son visage, plus attentivement, et vous remarquez cette couleur violacée autour de son œil, son air fatigué et épuisé. Puis vous vous intéressez à cet homme. Lui est souriant, totalement normal, si je puis dire. Vous baissez le regard sur ses mains, sur ses phalanges, elles ont des traces. Et oui, vous savez, ces traces que l'on a quand on tape dans quelque chose, sur un mur ou sur quelqu'un. Au fil des jours, vous passez tout votre temps dans ce café. Vous croisez tous les jours ce couple, jusqu'à ce jour où seulement l'homme est venu. Cette jeune femme, c'était Émilie, une femme parmi tant d'autres qui a subi 10 ans de violence, 10 ans de souffrance, 10 années de silence et d'injures qui, ce soir-là, lui ont été fatales. 20 ans de prison. 10 000 €, c'est le prix que devrait endurer un homme ou une femme. Rien que pour les violences physiques et sexuelles qui font subir à leurs victimes, sans compter les traumatismes psychologiques et économiques. La victime va endurer tout ça toute sa vie, si par chance et si seulement elle survit. Parlons chiffres. 2021, France. Après cette année de confinement, où tous ces couples sont restés enfermés pendant des mois, où ces femmes, ces hommes et ces enfants ont été prisonniers et prisonnières de leurs maris, de leurs femmes ou de leurs parents, parfois violents. 157, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas survécu. Parmi elles, 122 femmes sont mortes, 23 hommes et 14 enfants. En parlant d'enfants, parlons-en. Quand on parle de violence conjugale, on attend souvent couple, mari, femme, mais parlons de ces pauvres enfants, souvent parrains
par des fois, par deux, de leurs parents. Ces enfants sont victimes de violences, parfois de viols, parfois de coups, parfois de mots. Ils enlèvent l'innocence de ces petits, sans défense. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est pourtant ce que dit cet article, l'article 5. C'est pourtant là, sous nos yeux, écrit noir sur blanc, la déclaration de la Ligue universelle de l'homme, des droits. Et cela n'empêche rien, car ceux qui ont l'esprit suffisamment noir pour commettre de tels actes ne prennent pas en compte les articles et les amendes et peines. Autre exemple, celui de Anne. Anne a 53 ans. Elle est mère, veuve et en prison. Anne a rencontré un homme à ses 15 ans. Ce fut son premier, son seul et son dernier amour. Jusqu'à leurs 20 ans, tout se passait parfaitement bien. Ils s'aimaient, étaient mariés, avaient des enfants, tout semblait être normal. Ce soir-là, il avait trop joué. Il avait tout perdu, son argent et son honneur. Et pour oublier, il a commencé à boire. Ceci devint répétitif. Tous les soirs, il rentrait ivre et commençait à la frapper, elle et ses enfants. Tout cela pendant 33 ans. 33 années de violence physique, économique, psychologique et sexuelle. 33 années où elle encaissa les coups, mais ce soir-là, elle a tiré. Et elle a tué celui qui a menacé de la tuer. C'est son instinct de survie qui a pris le dessus, c'était de la légitime défense, mais pas pour tous, pas pour la justice. Et les solutions pour tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces enfants, c'est quoi? Et oui, des foyers ont été mis en place afin de recueillir ces familles détruites par la violence. Mais ce n'est pas la seule solution. Parler étant une autre. Chez des médecins ou dans des forums, s'enfuir est une solution, certes, mais pas éternelle. Mais le temps de trouver des personnes qui sont là pour protéger ces familles dissoutes. Alors oui, ça fait peur, mais il faut parler. Parler pour tous ces Émilie, pour tous ces Anne qui n'ont pas pu le faire à temps. Merci pour votre réponse. La 8e et dernière plaidoirie sera en faveur des vêtements éthiques et présentée par Tom Mancheron. Messieurs, mesdames, les membres de l'Assemblée, je prends la parole aujourd'hui pour plaider en faveur de l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que toute personne a droit au repos et au loisir et notamment à une limitation raisonnable de la durée de travail et à des congés payés périodiques. De nos jours, on porte tous des habits. On s'en sert pour aller travailler, pour faire du sport ou pour sortir tout simplement. Pour sortir avec ses amis en se donnant l'heure et le lieu avec son téléphone portable. Vous êtes-vous déjà posé la question comment sont fabriqués nos vêtements? Comment sont fabriqués nos smartphones? Dans quelles conditions? Avec quelles pièces? Tout d'abord, nous sommes 2,2 milliards d'enfants dans le monde. Et parmi ce nombre, 160 millions d'enfants sont forcés de travailler dès le plus jeune âge. 112 millions dans le secteur de l'agriculture, 31,4 millions dans les services et 16,5 millions d'enfants dans l'industrie. Sur ces 160 millions, 79 millions d'enfants seraient engagés dans un travail dangereux. Partons en Chine, où de nombreux enfants travaillent au sein d'usines de production et de confection de téléphones portables dans des conditions souvent déplorables et pour un salaire ridicule. Ces enfants n'ont pas de repos, pas de loisirs, mais travaillent avec acharnement pour ramener de l'argent à la maison. Ils travaillent dans des conditions dures, horribles, terribles, pour que nous ayons nos smartphones, pour que nous ayons nos vêtements. Ces enfants sont surexploités. Vous sentez-vous coupable suite à cela? Qu'à chaque fois que vous vous dites « je voudrais de nouveaux habits », ce soit des milliers d'enfants épuisés à la tâche qui vous les font. Pourtant, le code du travail chinois interdit le travail aux enfants de moins de 16 ans. Malheureusement, les autorités ferment les yeux à la rentabilité de telles usines pour le pays. Allons maintenant au Bangladesh, où l'effondrement de l'usine textile Ramalazza en 2013 a une nouvelle fois mis en lumière les mauvaises conditions de ces usines pour les enfants, avec des filles mineures âgées de 12 ans parmi les employés victimes du drame. En 2016, on a relevé que 15% des enfants entre 6 et 14 ans des bidonvilles de la capitale Dhaka au Bangladesh travaillaient 64 heures par semaine dans l'industrie textile. C'est pratiquement 2 fois plus que la durée maximale de travail pour un Français majeur. Je dis bien majeur. Prenez-vous vraiment conscience de la situation à laquelle ces enfants sont exposés? Enfin, quittons l'Asie et dirigeons-nous en Afrique, en République démocratique du Congo, où les jeunes enfants sont enfouis dans les galeries souterraines, à la recherche de l'or, ou dehors, en nettoyant ces précieux métaux. Au mercure, c'est au moins 1 million d'enfants, de 5 à 17 ans, qui se mettent en danger dans ces énormes mines d'or. Selon l'OIT, cette activité est extrêmement dangereuse pour la santé et la vie de ces enfants, mais également néfaste pour leur avenir. Ces enfants cherchent l'or au péril de leur vie, et l'or est vendu à des négociants à des prix très bas. Les conditions de vie dans ces mines d'or sont exécrables, 10 heures par jour, vous imaginez, 70 heures de travail par semaine pour survivre.
Ils n'ont pas de repos, pas de loisirs, pas de limitation raisonnable de durée de travail et pas de congés payés périodiques. La République démocratique du Congo a sur ses terres des mines de cobalt également, un élément métallique, naturel, gris et dur. Le cobalt sert à la construction de téléphones ou d'ordinateurs. Plus de la moitié de la production mondiale du cobalt provient de République démocratique du Congo. Dans ces mines, 40 000 garçons et filles travaillent en tant que mineurs artisanaux dans le sud de la République démocratique du Congo, dont une majorité dans l'extraction de cobalt. Les éboulements et les poussières de cobalt sont les plus dangereux dans cette activité. Les poussières provoquent d'importants problèmes de santé aux enfants, comme des infections pulmonaires mortelles. Rendez-vous compte ce que notre société de consommation a comme incidence sur les travails de ces enfants. D'après l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, un enfant doit d'abord apprendre à lire et à écrire. Les enfants ont besoin de compétences sociales et d'autres aptitudes que seule l'école et un milieu social qui ne les exploite pas peuvent leur fournir. Pour remédier au problème, il devrait y avoir une école près de chez eux au lieu de travailler en tant que mineur. Un Brésilien nommé Delcon a témoigné sur ses conditions de travail et sur comment il s'en est sorti. J'ai commencé à 12 ans. J'y étais obligé pour aider ma famille. Au départ, je ramassais du bois et je l'apportais dans un four pour le transformer en charbon. Ensuite, je vendais le charbon. C'était dur de rester près du four à cause de la chaleur. Puis j'ai chargé des boissons dans des camions. Je portais des caisses de 12 litres de bière. C'était très lourd. Je faisais ça de 7h du matin à 7h30 du soir depuis 6 mois. Grâce au mouvement national des garçons et des filles des rues, je peux aller à l'école. Nous pouvons donc voir qu'avec les pays que j'ai cités, Chine, Bangladesh, Congo et Brésil, les enfants sont forcés de travailler pour aider leur famille. On peut donc voir que dans leur cas, l'article 24 n'est pas respecté. Ils n'ont ni repos, ni loisirs, ni congés périodiques et ni limitation raisonnable de durée de travail. Les solutions seraient que l'éducation devienne une solution au travail des enfants. L'enseignement doit être gratuit et obligatoire. Il est évident que l'éducation est un des piliers du développement, une des clés de l'avenir. Un début d'amorce commence à être opéré avec les développements des sites de seconde main où les achats éthiques sont donc nécessaires pour contribuer à la sécurité de ces milliers d'enfants. Soyons tous responsables, soyons tous solidaires. Merci de votre attention. Alors, le jury va se réunir pour délibérer. Les sujets étaient très puissants, tous autant les uns que les autres, donc ça va être compliqué. Merci beaucoup. Claire, je vous propose donc, c'est vous qui allez nous expliquer comment ça se passe maintenant, peut-être. Oui, alors je ne sais pas, j'ai vu que certains avaient déjà posé des notes sur leurs fiches individuelles pendant les plaidoiries, d'autres pas. Moi, je ne suis pas enseignante, donc je n'ai pas fait de notes tout de suite. Je fais plutôt des plus et des moins. Voilà. Donc, je vous propose de débattre plaidoirie par plaidoirie. Ils sont parfois hachés. Enfin, ouais. Mais une bonne maîtrise de la langue. Et puis, des fois, c'est pas toi. Des chefs d'établissement, c'est quelqu'un qui est proche. S'il vous plaît. Alors, pour ce premier concours de plaidoirie au lycée Maupertuis en 2023, j'ai le plaisir de vous annoncer le prix de la Ligue des droits de l'homme. La plaidoirie en faveur des femmes afghanes privées de liberté, Carla Grégoire et Élise Pizani. Non mais c'est un vrai prix. C'est un vrai prix. Voilà, c'est un bon d'achat à la librairie Droguerie, à Saint-Servant. Vous vous renseignerez. C'est super, Carla. Vous présenterez non pas l'enveloppe, mais le bon d'achat qui est à l'intérieur. Et vous pourrez choisir dans la librairie un ouvrage, un livre, une bande dessinée, ce que vous voulez. Et la même chose pour vous.
contribuer à... Le suspense est à son compte. Pour une école plus humaine où chacun trouve sa place, Éloine Lambert et Noé Uriel. Dans l'enveloppe, il y a 2 tickets d'entrée pour la séance de votre choix au cinéma Vauban, soit à Grand Frais, soit à Paris. Alors, avant d'annoncer un 3e prix coup de cœur, je voulais vous dire que toutes les plaidoiries nous ont émus. Votre investissement, et on mesure le travail que vous avez fait tous pour arriver là. Ce sera un très bon entraînement pour votre grand oral dans 2 ans. Donc c'est très bien de pouvoir vous entraîner. Merci aux équipes qui vous ont soutenu, accompagné pour voilà, l'éloquence, le temps, le timing qui n'est pas facile à tenir aussi, et la profondeur des sujets. Merci beaucoup. Alors, nous avons un prix coup de cœur qui a été difficile à... Ah oui, difficile. Donc c'est Indignons-nous face aux violences conjugales d'Elora Dicherle et Sandra Baranovski. Voilà, alors pour le prix coup de cœur, ce sont en fait 2 t-shirts. Car si ce n'est pas la bonne taille, vous dites tout de suite parce que je m'en occupe. Je pense que ça va être un peu petit. À voir, tu me dis. Je peux prendre. Un grand merci aux élèves de seconde B. Sans vous, on ne pouvait rien faire. Donc merci à vous. On est très fiers de vous. Voilà. Oui, mais la confiance que vous nous accordez aussi, c'est important pour avancer. Voilà. On est particulièrement comblé de la qualité du travail que vous avez rendu. Parce que ça n'est pas évident, on commence à avoir une expérience des concours de plaidoirie. Quand on en a fait un, après ça devient un petit peu plus facile pour les années suivantes. Mais quand on se lance, aussi bien pour les équipes pédagogiques que pour l'organisation, que pour le travail que vous avez fait, ce n'est vraiment pas quelque chose comme ça d'idée de prendre la parole en public, même si c'est un public déjà que vous connaissez. Peut-être que l'année prochaine, on ouvrira au monde extérieur et donc vous aurez peut-être un vrai public avec des invités, des gens qui viendront, et ça peut se passer aussi ailleurs. Et vous verrez que c'est aussi un travail, une expérience personnelle très enrichissante. Moi, ce que j'ai noté en tout cas, et j'y suis particulièrement sensible, j'ai noté avec attention toutes les références que vous avez faites à ce qui est pour nous, non pas la Bible, n'exagérons rien, mais en tant qu'association de défense des droits, je vous garantis que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quelque chose auquel nous faisons référence, je ne dirais pas quotidiennement, mais extrêmement souvent. Et j'ai pu noter avec plaisir que toutes et tous, vous avez systématiquement et très précisément fait le rapport comme ce l'était. Ça avait été demandé, suggéré, on va dire, mais il n'y avait pas véritablement d'obligation. Mais toutes de façon spontanée, vous avez fait le rapprochement entre des articles précis de la DNDH. Et pour un ligueur, c'est très important. Merci. Moi, je voulais féliciter en tout cas d'une part les élèves de leur présence et de leur travail auprès de l'équipe pédagogique et aussi de l'engagement de l'équipe pédagogique, parce que c'est pas simple à mettre en œuvre et à travailler avec les équipes pédagogiques. Et puis je remercie aussi la Ligue des droits de l'homme et puis tous les personnels publics, en fait, tous les personnages de la vie publique qui viennent dans ce cadre-là et qui interviennent au lycée, parce que le lycée c'est aussi quelque chose qui doit être ouvert vers l'extérieur,
non seulement en allant à l'extérieur, mais aussi en amenant à l'extérieur dans nos murs. Donc ça nous permet de travailler aussi quand même, pas seulement cloisonné dans un établissement scolaire. Donc je remercie toutes les personnes aussi de la vie publique qui nous sont présentes aujourd'hui. Ça nous aide à avancer. Et j'espère que ce galop d'essai de cette année, voilà, nous amène par la suite à un travail de longue haleine certes, mais en tout cas qui pourrait être pérenne dans le temps pour pouvoir avoir un projet qui d'ailleurs déjà est satisfaisant, mais pourra être encore plus élargi effectivement à d'autres classes et à d'autres pratiques. On est en discussion, il y avait une collègue de Jacques Cartier qui était présente aujourd'hui. L'idée c'est vraiment de commencer de manière assez modeste avec des élèves qui ont été très investis et puis de travailler vers plus l'éloquence, l'oral, puisque parler avec un pupitre, adresser un regard, avoir un bon ancrage au sol, même quand on a un très bon texte, parce qu'il y avait de très bons textes, ça prend du temps. Et ça peut être aussi une dynamique d'établissement, selon moi, donc j'espère pouvoir élargir. Et je remercie également tout le monde. Je suis Madame Cornec, professeure de lettres. C'est un très beau projet. Je ne sais pas qui a répondu, c'est peut-être Margot. Merci pour ta spontanéité qui fait du bien. Voilà. Peut-être que d'autres membres du jury, avant que l'on se quitte et qu'on parle un peu moins facilement après quand on a la bouche pleine, vous avez des commentaires ou des directions d'amélioration. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Donc la parole est à vous, maître, peut-être. À partir du moment où on parle de plaidoirie, s'il y en a un qui est fondé à donner quand même un avis personnel, avocat. Oui, l'avocat, il est très satisfait de voir que à cet âge-là, on est capable de prendre la parole pour défendre des sujets extrêmement importants qui fondent un peu notre démocratie, qui fondent le droit des humains en général, et que c'est un peu le travail des avocats jour par jour, un peu aussi le travail des défenseurs du droit. Et c'est bien qu'on incite des enfants à se préoccuper de ce type de problème aussi jeunes, pour que le blé germe et qu'ensuite, quand ils seront adultes, ils ne feront pas certaines bêtises qu'on regrette de constater dans l'actualité. Représentant des élèves, peut-être, quelque chose à dire. Bon, c'était bien, ça peut être à refaire pour les autres années, plus de classes aussi dans le lycée.